vous êtes face à la porte du Taureau, c'est la porte qui a fait polémique ce matin. Vous savez, est-ce l'entrée principale ou pas de la ville? Donc en tout cas, c'est si, c'est un véritable débat. En tout cas, c'est la seule porte qui est encore debout à Saint-Sevé et qui témoigne donc de ces constructions d'enceintes dont nous avons parlé. Vous voyez, je vous parlais ce matin aussi des rues très étroites appelées Véniel. Là, on en a un exemple parfait avec celle qu'on vient d'emprunter. Voilà, toute petite ruelle qui montre bien cet entassement du bâti dont on avait parlé ce matin et ce parcellaire très étroit en cœur de ville, aux abords directs de l'abbatiale. Et donc cette porte qui est surmontée d'un étage, et ça on sait que c'était le cas dès la période médiévale, au tout début de la construction, parce que les jurats, il y a des actes qui disent que les jurats afferment la partie, enfin louent en fait la partie supérieure de la porte, et que le loyer est censé servir notamment à l'entretien de la porte. Donc on sait que dès le départ, la porte avait à peu près cette physionomie-là. Et donc si on passe sous la porte, il y en avait combien dans tout sur l'ensemble, vous voulez dire? Oui, alors donc ça c'est une porte, mais comme vous voyez, on a deux arcs. Donc les fameux deux arcs des deux séries d'enceintes, celle du XIIe siècle qui est celle qui est la plus proche côté ville, bien sûr, alors avec... Avancez, hein. 5 mètres, ça fait 3 siècles. Donc le premier arc que vous avez là, qui est de la première série, vous voyez que c'est un arc qui a une forme brisée, mais quand même assez douce par rapport à l'autre arc qu'on a là, où là on sent très bien le côté brisé de l'arc, avec le claveau sommital au niveau de la brisure, qui est une forme qui est beaucoup plus effectivement 15e siècle, alors que là on est sur une forme qui est beaucoup plus médiévale, en tout cas du 12e siècle, avec un arc qui n'est pas encore vraiment brisé de manière très brute. Regardez aussi la différence des pierres. Là on utilise un calcaire coquillé friable, alors que sur l'arc du 15e siècle, on a de la pierre calcaire grise très dure, pierre que l'on retrouve, et on va le voir tout à l'heure, sur les tours qui sont conservées et sur la base des choguettes devant laquelle on passera également. Et le pont, ça, on ne dit pas, c'est bien, le pont de Pontic? Oui, mais le pont de Pontic, il est reconstruit en pierre en 1719, donc c'est beaucoup plus tardif. Au départ, le pont de Pontic, il est en bois, et c'est par la suite qu'il sera reconstruit en pierre. Donc par contre, là où vous avez raison, c'est qu'il y a une continuité de certains matériaux dans la ville, dans la construction de la ville, et qu'il est vrai que le calcaire gris, c'est une pierre qu'on retrouve pour les encadrements de fenêtres des maisons, etc., à différents moments. Donc, autre chose, je vous parlais du soubassement d'argile ce matin. Donc, si vous regardez en partie inférieure de l'arc, vous voyez qu'effectivement, on voit très bien ce soubassement d'argile, ce qui nous permet de savoir à peu près où se situait le sol à la période médiévale. Et du coup, on a une porte qui en fait était beaucoup moins haute que maintenant, et avec une pente beaucoup plus prononcée aussi, beaucoup plus prononcée, qui amenait donc sur le Touron. On va aller voir le fameux chemin qui descend vers l'Adour, qui est juste à côté du restaurant où vous avez déjeuné pour certains d'entre vous ce midi. Et vous verrez bien que le quartier du Touron qu'on va traverser, c'est un quartier extrêmement moderne. C'est un quartier qui n'existait quasiment pas jusqu'à il y a très peu de temps. Pourquoi? Parce que le seul accès, c'était cette porte-ci, avant qu'il fasse la route qui est là. Donc il s'est développé très tardivement. Et le développement tardif du quartier du Touron a permis de préserver la porte, parce que du coup, on n'avait pas besoin d'agrandir un accès pour les voitures ou pour les charrettes à une période plus ancienne. Cassé pour agrandir l'accès. Mais ils ont quand même cassé pour agrandir l'accès, effectivement, dans cette optique-là, parce que ce qui se passe, c'est qu'on a un échange épistolaire entre le maire de Saint-Sevé dans les années 70 et le ministère des Beaux-Arts qui veut détruire la porte. Le maire veut détruire la porte parce que justement il veut que le quartier du Touron soit vive. Voilà. Sauf que nous sommes dans les abords de l'abbatiale. Et donc comme on est dans les abords de l'abbatiale, le ministère des Beaux-Arts refuse, il est obligé de demander la permission, et le ministère des Beaux-Arts refuse la destruction de la porte. Donc on s'arrange et on détruit la partie en soubassement pour pouvoir quand même laisser passer des véhicules un petit peu plus larges. Ah bah ça a été détruit. Oui, bah oui.
Alors si on regarde la porte de ce côté-là, on voit bien l'idée de la porte, hein, évidemment, ce que l'on ressent peut-être un peu moins à l'intérieur de la ville. Et il faut bien sûr imaginer que l'enceinte continuait de chaque côté de la porte. Et c'est vrai qu'on trouve dans les jardins des maisons de chaque côté de la porte des pans de murs qui peuvent être des pans de cette ancienne enceinte 15e siècle, hein, pas l'enceinte 12e. Voilà. Donc imaginez bien la fermeture de la ville à ce niveau-là, de part et d'autre de la porte. Et les enceintes sont évidemment détruites à la Révolution, mais déjà au milieu du 18e, on commence à voir que les enceintes sont détruites et on construit des maisons, ce qui fait que du coup on n'a plus ce caractère fermé et il ne reste ici vraiment structurellement que la porte pour nous montrer donc cette accessibilité à la ville par une série d'enceintes. Voilà. Elle a servi ? Pareil, mais imaginez bien donc cet accès qui est arrivé directement vers la porte et qui permet donc de rejoindre l'Adour, mais côté Dax et Tartas. Et donc tout ce... Pardon ? Il n'y avait qu'un seul pont quand même. Et il n'y avait qu'un seul pont, oui, tout à fait. Il n'y avait qu'un seul pont qui permettait de rejoindre la rive de l'autre côté et qui, lui, était dans le prolongement de la côte. On va aller voir les autres vestiges de remparts du 15e siècle qui se retrouvent un peu plus loin. Qui permettaient de défendre la ville en ayant une visibilité importante sur le territoire au devant de l'enceinte. Et vous voyez que là aussi on utilise un calcaire gris, un peu comme le même que celui en fait que l'on a vu à la porte du Touron. Et on est vraiment complètement dans le prolongement justement de la porte du Touron ici. Hein. La porte du Touron elle est juste là, on a fait un tour, mais elle est vraiment pile dans le prolongement de cette échauguette. Et regardez également l'agencement des pierres en partie inférieure, ces blocs de pierre en calcaire qui sont aussi bien construire que l'on va retrouver sur la tour qu'on va aller voir juste après la tour Moléon. Donc, une campagne de travaux qui est une campagne cohérente et où on retrouve des techniques de construction propres à l'ensemble de la campagne de travaux sur la deuxième série de remparts au XVe siècle. Et justement cette tour, vous pouvez la voir d'ici, donc c'est celle qui se dresse juste là derrière les arbres. Et c'est celle où je vous avais dit. C'est vraiment là le rempart et non pas l'enceinte que l'on voit avec, comme je vous le disais, la levée de terre et donc une campagne de travaux qui fait que l'on modifie la topographie du terrain. Même si vous le voyez bien, on est quand même au pied du ravin, on est au moment où le ravin commence et où la pente est très significative, on va quand même accentuer ce côté abrupt pour faire poser l'enceinte qui passe à cet endroit-là. Et c'est donc pour ça que l'on peut considérer que nous sommes face à un rempart. Ce qui n'est pas le cas ici, juste là, avec les choguettes, parce que vous voyez que le mur qui vient se poser là n'a pas modifié, on n'a pas modifié le terrain, on est sur une surface plane et le mur vient juste se construire. Donc vous avez bien ici les deux types d'ouvrages fortifiés qu'on peut rencontrer, le rempart à ce niveau-là et l'enceinte à ce niveau-là. Donc approchons-nous un peu de la tour Moléon. Alors les deux tours que l'on conserve des vestiges de l'enceinte du XVe siècle ont exactement le même plan, c'est-à-dire qu'elles sont rondes avec un pan coupé. Le pan coupé se trouvant toujours côté ville, donc exactement comme on a ici. On n'ira pas voir la deuxième parce qu'elle est à l'autre bout de Saint-Sevé, donc voilà, vous pourrez y aller par vous-même sans problème, la tour de l'hôtel Bourrouillant qu'on a vu ce matin en photographie. Donc encore une fois, regardez les murs. Le mur qui est ici, et qui est donc le mur du rempart, qui vient se caler au niveau de la tour. Vous voyez qu'on a les mêmes matériaux et les mêmes techniques de construction que l'on mentionne depuis le début de la visite. Et ensuite, sur cette tour, par contre, on a plutôt des utilisations de ce qu'on appelle des matériaux mêlés, c'est-à-dire des galets, des moellons, de la brique, qui ressemblent plutôt aux techniques de construction des maisons sur le territoire de Saint-Sevé. Ce qui est très intéressant avec cette tour, c'est qu'elle est parfaitement documentée.
dans le sens où on a, aux archives municipales, conservé un contrat passé entre les jurats de la ville et un maçon qui s'appelle Esteban de Bézin, qui dit faire la tour, le rempart et la porte de Mauléon. Donc ce que l'on voit ici, en 1450, en juillet 1450. Donc c'est excessivement rare pour la période médiévale, en plus, de conserver le nom d'un architecte ou d'un maçon qui a réalisé un ouvrage fortifié. Et ça, c'est vraiment une chance très importante pour la ville d'avoir conservé ce contrat-là, qui nous permet d'évidemment parfaitement dater la tour, et puis bien sûr aussi de connaître l'identité de ce maçon qui était Saint-Séverin. Donc les jurats étaient aussi dans une optique de faire travailler les maçons de la ville. Et ils faisaient intervenir vraiment voilà, des maîtres d'œuvre de la ville sur ces questions-là. Donc on va redescendre et vous verrez, on a à nouveau une rue assez étroite. Et en redescendant, on arrive rue Lafayette, à l'emplacement de là où il y avait la fameuse lettre K que vraisemblablement personne n'a vue sur l'écran ce matin. Oui. J'en suis navrée. Bon, donc du coup, vous allez voir l'emplacement de vos yeux vus, ce sera bien mieux. Donc juste en bas de la petite rue qui descend juste là. Donc vous avez la porte de Mauléon qui se tenait exactement ici, et on est, comme vous pouvez le voir, dans le prolongement direct de la côte de Grille dont on parlait ce matin. La côte de Grille qui était l'ancien accès médiéval, qui est juste en face. Vous voyez, vous avez la maison blanche qui fait l'angle, et en fait la côte de Grille est juste sur le côté et descend jusqu'à la cour, dans le prolongement de la cour. Et on accédait donc à la ville par là. La première porte Mauléon qui se tenait là, et la seconde porte que vous voyez aussi sur le plan, qui se tenait juste au niveau où vous avez la rue du panneau avec l'indication centre-ville. Donc vous voyez, on avait cette double enceinte bien matérialisée dans la rue, celle du 12e qui est en rang, et celle du 15e qui est à ce niveau-là. On va remonter pour... Alors ici, je vous amène ici pour que vous compreniez bien la topographie du terrain et justement ces questions de remparts qui viennent s'établir. Vous savez, je vous ai montré ce matin une photographie d'un pan de rempart qui était derrière les maisons dans la rue Louis Saint-Ex. En fait, ce sont ces maisons qui sont juste là. Donc dans toute cette rue-là, vous avez derrière toutes les maisons de la rue un mur d'enceinte du 15e siècle qui vient donc se poser le relief de la ville en fait, si vous voulez. Et là on le voit très bien ici, parce que donc le mur continuait tout au long de la rue Louis Saint-Ex qui n'existait évidemment pas, et créer une sorte de ravin, parce que là on est beaucoup plus haut que sur la rue Louis Saint-Ex, vous voyez qu'on a une vraie différence de niveau qui est créée justement avec la réalisation. Qui donne une certaine forme de grandeur et de supériorité à la ville d'un point de vue géographique encore plus prononcé et absolument direct, avec cette rue qui est juste en dessous de rempart. Il y a une véritable volonté municipale quand il crée l'enceinte au XVe siècle de donner une vraie fortification à la ville. On a dit tout à l'heure que, évidemment, cette dimension, elle était symbolique, elle était politique, mais c'est pas pour autant qu'on ne fait pas un rempart extrêmement puissant qui maintient la ville et qui montre vraiment sa supériorité politique et qui l'affiche clairement dans sa manière dont il se crée et il se met en place, hein, bien évidemment. Et là, c'est très net avec cette rupture de pente et cette différence de niveau entre la ville et entre ce qui était en dehors de l'enceinte. On continue par là-bas, on va passer justement voir un petit peu ce que c'est que cette première ville médiévale dont on a parlé ce matin, avec ces parcelles très très étroites. Puis ensuite je vous raccompagne sur la place du Tour du Sol devant la bassine. Donc ici nous sommes dans la rue des Ursulines, qui s'appelle
Voilà. Le couvent des Ursulines, juste ici. Voilà. C'est ça. Et du coup, donc cette rue, c'est un peu la rue faible. De l'autre côté, on a la rue des Arceaux et de côté là, la rue des Ursulines. Et je vous ai expliqué ce matin que les maisons qui s'implantent à ce niveau-là de la ville sont toutes, enfin en grande partie, des maisons avec une parcelle traversante où on a plusieurs corps de bâtis, corps d'habitation, corps de stockage et puis bâtis agricoles et artisanales. Et là, ce que l'on voit dans cette rue des Ursulines, c'est justement le côté des bâtis artisanaux et agricoles. Et donc c'est par ces arrières que sortaient les charrettes évidemment et tout ce qui permettait de venir, enfin de stocker les denrées, etc., qui étaient soit vendues, soit utilisées ensuite par les habitants qui étaient généralement des commerçants. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va passer, vous allez voir ces bâtis agricoles, c'est très net, hein, ensuite ils sont transformés en écuries au 19e siècle, et puis ensuite on va prendre une petite rue, et puis on va se retrouver sur la rue forte, sur la rue des Arceaux, et vous verrez qu'on a vraiment voilà, des parcelles traversantes, et qui montrent bien une continuité du bâti d'une rue à l'autre. Donc nous voilà, place du Verdun et rue des Arceaux. Alors sachez que sur la place du Verdun, c'est là où il y avait l'ancienne maison communale, l'ancienne mairie en fait. Parce que dans les statuts de l'abbé Suatus que j'ai mentionné ce matin, où on parle de cette première enceinte du XIIe siècle qui peut être édifiée, on dit aussi, enfin l'abbé Suatus autorise aussi la création d'une maison communale. Et sur des anciens plans du XVIIe siècle, on sait que la maison communale se plaçait place de Verdun, donc juste ici, elle est détruite à la Révolution. Et c'est à ce moment-là que la mairie est dans les locaux actuels. Mais revenons à notre histoire. Et la première enceinte par ici, oui, qui a été détruite dans les années 60. Oui. Et la première enceinte, elle passait où dans Et la première enceinte, en fait, elle s'arrête au moment, vous savez, ce matin j'ai parlé des différences du parcellaire, c'est-à-dire d'un parcellaire extrêmement étroit dans les abords de l'abbatiale. C'est ce qu'on voit très bien ici, regardez, là on a de ce côté-là par exemple, on a vraiment des maisons qui sont très étroites. Alors certaines sont évidemment plus larges, mais c'est parce qu'il y a aussi des reconstructions du bâti au 19e siècle bien évidemment. Mais là, on a un parcellaire très serré. Et regardez de l'autre côté, il y a un moment où on voit très bien que ce parcellaire, il s'agrandit. Bon, alors vous me direz, évidemment, on voit la maison Lamarck au milieu. Mais même, là, si vous voyez aussi de l'autre côté de la rue, on voit très bien que ce parcellaire s'élargit. Et cette rupture, cette différence entre le parcellaire très serré et un parcellaire plus lâche, en fait, c'est, à mon sens, vraiment l'explication de cette première enceinte qui venait barrer. Et donc, qui arrivait à ce niveau-là, au niveau où le parcellaire diffère. Donc ici un parcellaire très étroit et les arceaux qui sont à la période médiévale témoins d'une activité économique importante évidemment parce que c'est là où se plaçaient les échoppes. Donc toutes les maisons que vous allez voir quand on arrive jusqu'à la place du Tour du Sol sont évidemment des maisons de commerçants, des maisons qui participent au développement économique dynamique de la ville aux abords de l'abbatiale dès les premiers temps de l'abbatiale, donc dès le XIe siècle, et qui sont restées, pas médiévales bien sûr, parce que ce ne sont plus des maisons médiévales, elles ont été reconstruites, mais en tout cas ce que l'on sent, ce que l'on voit très bien, c'est ce passif économique médiéval dans la ville de Saint-Sevé. Et ça, c'est extrêmement perceptible à cet endroit-là, justement par cette morphologie particulière des maisons. Voilà, allons jusqu'à... Voilà, merci beaucoup de votre attention. Voilà, quelques éléments que je vous ai montrés sur le territoire. N'hésitez pas à entrer donc, dans l'abbatiale, voir les travaux qui sont en cours de réalisation. Et puis, à bientôt. Merci. Avec les beaux jours, on reviendra pour voir avec les beaux jours. J'espère que ce mois-ci, vous serez encore là pour faire découvrir ça, c'est sous le soleil. J'espère aussi.